Parce que là, ok, donc pour ça, vous allez aller du coup sur votre machine. Je vais faire un snapshot au cas où. J'aurais peut-être dû lancer l'upgrade avant. Sudo apt upgrade, je pensais qu'il me l'avait fait. Les mises à jour, mais non. Je me fais les mises à jour vite fait, comme ça sera réglé. Pendant ce temps, je vais chercher le doc où j'ai le petit script de base que vous pouvez trouver dans doc et tuto. Et normalement, je l'ai mis dans réseau. Et pourquoi je ne suis pas classé dans l'ordre alphabétique? Réseau, et il s'appelle Docker Ubuntu Server. Donc, du coup, je donnais quelques explications en même temps aussi sur les différentes commandes. Donc, bon, vous voyez que ça commence par du classique, hein, apt update, apt upgrade. Donc là, c'est ce que je suis en train de faire. Ça change pas. Je vais récupérer l'adresse IP, normalement je m'en souviens. Donc, du coup, je vais me connecter au SSH pour pouvoir remettre mes commandes. Donc, SSH 42 doc. Bon, il me conseille de redémarrer ce coup-là le serveur, mais je le ferai plus tard, c'est pas grave, ça devrait pas impacter. Donc il est où mon SSH? Il est là. Donc la première commande à faire une fois qu'on a fait l'upgrade et tout, c'est Docker.io et Docker Compose. Deux éléments qui vont nous permettre de gérer ça. Hein, il est dans Doc et Tuto, réseau, et il s'appelle Docker Ubuntu Server. Le Docker Compose, en fait, des fois, il y en a certains qui s'installent pas directement via Docker et qui ont besoin, en fait, qu'on crée un fichier avec une configuration et adapter la configuration avant de le lancer par le Docker Compose. Donc c'est juste une petite différence par rapport à l'autre qui va lire directement un fichier de configuration préconfiguré, mais qu'on pourra toujours éventuellement modifier, notamment avec Portainer. Donc du coup, ici, j'installe Docker.io, Docker Compose V2. Donc là, il me dit qu'il va installer différents éléments et que du coup, il va prendre un peu plus de place. Donc là, on fait OK.
Donc à partir de là, Docker est installé, donc maintenant on va pouvoir utiliser les commandes Docker. Donc, si on reprend le document, ici, c'est ce qui va nous permettre de récupérer notre premier Docker, mais c'est aussi celui qui va nous permettre, le conteneur, pardon, qui va nous permettre d'utiliser un mode graphique. Donc, du coup, je le prends, même si c'est donné en dessous, je vais réexpliquer le contenu. Donc le -d, donc Docker c'est pour Docker, Run c'est pour le lancer. Donc -d c'est pour que ça se lance en arrière-plan. Parce que si on ne met pas le D, bah votre Docker va se lancer, mais vous ne pourrez plus rentrer de commande avec le terminal où vous l'avez lancé. Donc c'est pas très pratique. Parce que si jamais vous fermez par erreur le terminal, le Docker se ferme directement. Donc -p, c'est pour dire qu'on va vouloir transférer des ports. Donc par exemple ici, on prend le port 8000 côté hôte, côté Ubuntu Server, et on va l'envoyer vers le port 8000 côté Docker. Donc là après, il faut regarder un petit peu les différents conteneurs. Certains ont déjà des ports intérieurs qui sont spécifiques. Donc là c'est le cas. Ils n'ont pas mis 80 à l'intérieur, ils ont déjà réglé directement à 8000. Et pareil, ils ont mis 9443 au lieu de 443. Hein? En fait, le 8000, ça va correspondre au HTTP et le 9443 au HTTPS. Et comme ça, il évite de mettre déjà les ports standards en fait. Même à travers, ça a été réglé pour que ces communications à l'intérieur passent par le port 8000 au lieu de passer par le port 80. Entre l'Ubuntu et le portainer, le conteneur, qui va s'appeler portainer dans ce cas. Donc souvent, vous allez effectivement trouver 80 en deuxième, et après une variation de 80, comme le 80-80 par exemple, dans le premier du côté Ubuntu. Donc ensuite le nom, c'est le nom que va s'appeler le conteneur, -name, -restart always. Donc ça veut dire qu'il va toujours, si jamais il se plante, le Docker, il va essayer automatiquement de le redémarrer. Donc ce qui est pratique pour des services où vous ne voulez pas de coupure. Mais après, si ça se recoupe régulièrement, il va falloir vérifier quand même aussi pourquoi. Mais après, ça va permettre aussi qu'il va essayer de se redémarrer automatiquement si par exemple il y a eu une coupure de courant et que la machine s'était arrêtée brutalement, du coup il va essayer de la redémarrer. Par contre, si vous l'arrêtez à la main, là il ne va pas redémarrer automatiquement. Parce qu'il se dit, s'il m'a arrêté à la main, c'est qu'il doit y avoir une raison. Donc, faut juste ça, c'est juste que si vous éteignez un conteneur à la main, il faut penser à le relancer à la main derrière, une première fois. -v, en fait, c'est pour relier certains éléments ça va permettre de relier certains éléments de la machine physique ou du serveur en l'occurrence, de l'Ubuntu serveur, vers le Docker. Ce qui va permettre notamment par exemple de partager des fichiers entre les deux. Et donc là par exemple, le volume portainer d'état qui a été créé avant, qui n'est pas obligé d'être fait, c'est juste pour retrouver effectivement certains éléments plus facilement, on va le lier avec le répertoire /data côté conteneur.
Donc effectivement, pour chaque conteneur qu'on veut faire, on peut créer un volume de données. Mais ce n'est pas une obligation. Après, lui, il va créer de toute façon des volumes automatiquement. C'est juste qu'ils auront des noms qu'il aura générés automatiquement. Il n'aura pas forcément il n'aura pas forcément un nom particulier adapté à chaque Docker. Juste une remarque par rapport au nom. Essayez, si vous le lancez en ligne de commande ou même par l'autre qu'on va voir, de bien utiliser un nom pour le retrouver. Parce que si vous ne mettez pas de nom, il va en générer un automatiquement. Et donc ça peut être n'importe quoi. Qui n'aura rien à voir avec le nom du truc. Donc, hein? Name, ouais. Si vous le mettez pas, il va en générer forcément un automatiquement de nom. Mais du coup, lui, il va prendre un truc totalement random. Donc après, pour certaines gestions, ça peut compliquer la tâche. Bon, ici, du coup, je vais créer le volume, puisque de toute façon, je l'ai mis dans la commande, mais ce n'est pas forcément une obligation. Oui, il faut être en sudo. Voilà. Et ensuite, du coup, je vais lancer la commande qu'on vient de voir. Ah oui, et ici, la portainer, c'est le nom du Docker. Je vais vous montrer après où on peut trouver ces Dockers-là. Et en fait, le 2.22.1.1.1, ça correspond au numéro de version qu'on veut utiliser. Souvent, ça va être latest. Et d'ailleurs, je vais l'essayer avec ça. Latest, ça veut dire qu'il va chercher vraiment la dernière version disponible. Ici, en fait, là, c'est portainer data et on voit juste sur slash data. Le deuxième. Oui, parce qu'en fait, tu as les deux points. Donc, à chaque fois qu'il y a les deux points, c'est avant les deux points, c'est côté machine physique ou serveur, ou l'Ubuntu serveur. Et de l'autre côté du point, c'est côté conteneur. Oui, et là, il renvoie sur le même placement de fichier. Mais ici, par exemple, il s'appelle portainer data côté Ubuntu, mais de l'autre côté, il s'appelle juste slash data. Mais on aurait pu le renvoyer sur portainer data côté aussi côté conteneur. Oui, en général, la plupart des Dockers sont sous du Linux. Donc la majorité de l'infrastructure, même si les versions changent un peu et que les commandes changent, l'infrastructure générale, et d'ailleurs, Daniel, tu me feras penser tout à l'heure, à expliquer justement là un peu certains comment est composée l'architecture du Linux pour retrouver les éléments. Mais du coup, effectivement, les Dockers étant basés en général sur des Linux, on retrouve la même architecture. Donc c'est pour ça qu'on peut retransférer directement des répertoires et tout de l'un à l'autre pour faire la redirection. Donc là, du coup, on prend la commande. Je vais mettre sudo avant de coller. Oups. Non, là j'ai pris le SSH de CMD. Mais tu peux le faire avec petit aussi, hein, ça marche aussi. Normalement, si tu l'as déjà installé, il t'a posé la question normalement l'installation, si tu voulais installer. Oui. Non, mais après, pour se connecter au SSH, tu peux utiliser soit petit, soit le SSH du CMD. Mais c'est juste que le SSH du CMD, c'est un peu plus facile pour moi d'agrandir la taille de police. Pour que vous voyez mieux. Du coup, et c'est déjà arrivé quelques fois que j'ai des petits bugs graphiques avec le petit. Mais bon, non, il marche bien aussi. Donc voilà.
je le colle. Je vais essayer de mettre la toast pour essayer de prendre la dernière version. Donc d'abord, il essaie de vérifier s'il le trouve localement. L'image, s'il la trouve localement. Et comme là, il ne l'avait pas trouvé localement, il l'a téléchargé. Donc là, il a été cherché sur Internet. La toute dernière version qu'il a trouvée. C'est un Docker qui va permettre de gérer les Dockers, mais de façon graphique. Et si je veux, par exemple, forcer à télécharger la dernière version, Bah, en fait, ce qu'il a essayé de faire, c'est qu'il a essayé de chercher la version lateuse et là, il a vérifié entre la version, même si tu si avais téléchargé lateuse et que 3 mois tu veux télécharger la lateuse aussi, en fait, quand tu vas recharger ton conteneur, par exemple, si tu l'arrêtes et que tu as laissé lateuse, tu relances la même commande, il va il va vérifier s'il y a une nouvelle lateuse ou pas par rapport à celle du local. non, pour ne pas charger le local, je vais forcer à chercher le Tu dois sûrement avoir une variation de la commande run. Je ne les connais pas toutes les variations. Là, je vous montre les bases. Je ne suis pas non plus le plus grand expert, mais c'est pratique quand même. Et une fois qu'on a compris les bases du NAT pour envoyer les fichiers de l'un à l'autre côté, d'un côté à l'autre et tout, ça permet de faire déjà pas mal de choses. Mais il y a sûrement, comme tu dis, il y a sûrement une commande qui permet d'éviter d'aller rechercher, de revérifier la commande, le contenu local pour aller chercher directement sur Internet. C'est quasiment sûr qu'il y a. Voilà. Donc là, du coup, on a installé notre Docker. Normalement, il est en cours de fonctionnement. Si on veut vérifier le fonctionnement, on fait sudo docker ps. Et ici, ça nous affiche du coup les différents conteneurs qui sont en train de tourner. Depuis quand c'est lancé et les ports qui ont été transférés. Hein? Mais il n'a peut-être pas lancé le service qui va avec. Et donc là, on voit les ports qu'il utilise. On voit même qu'il utilise par exemple, côté Docker, mais qu'on n'a pas transféré, le port 9000 aussi. Donc après, une fois qu'on a fait ça, si on veut y accéder, on va sur un navigateur, on tape l'adresse de notre machine Ubuntu, celle qui héberge les conteneurs, et là on va utiliser le port 8000 déjà pour voir ce qu'il nous dit. Donc bon, là il l'a pas trouvé. On va utiliser 9443. Donc là c'est juste qu'il a détecté que j'ai envoyé en HTTP et il a détecté que derrière c'était de l'HTTPS. Donc dans ces cas-là, on rectifie,
fait https deux points. Du coup, il nous dit que c'est pas chiffré. Bon, ça c'est normal parce que c'est auto-signé, donc comme la plupart des choses, donc on accepte le risque. Bon, c'est m'embêter. Ça, tu refais la même chose ou pas? Il dit ça. Parce que là, je sais pas pourquoi il n'a pas réussi à retrouver les infos. Pourquoi il n'a pas voulu? Je vais le relancer. Cette fois, ça a marché. Il est en CMD. Donc sudo docker container stop sudo docker stop et le nom du docker permet de le stopper de façon propre. Voilà. Et donc là, si je refais un sudo docker ps, on voit que là il l'a bien arrêté. Je le relance parce que du coup il y a un truc qu'il n'a pas réussi à récupérer. Je vais faire une petite différence par contre, c'est que là vous avez vu avec le Docker PS qu'il utilisait aussi le port 9000. Donc du coup je vais transférer aussi le port 9000. Oui, c'est que du coup il aime pas que, comme il a déjà enregistré le nom, il faut que je change le nom. Donc là, comme il a vu qu'il avait déjà la dernière et qu'il n'y avait pas de nouvelles, il l'a relancé. Et je réessaye d'y accéder. HTTPS 2. Donc j'ai 944 192 128 42 200 2.9 K43. Voilà. Bon, là il a voulu. Après, je pense pas que c'était à cause du port, mais là il a voulu. Donc ici, il vous demande comme d'habitude hein, de créer un utilisateur administrateur. Par contre, attention, ici par défaut le mot de passe il doit être au moins de 12 caractères. Donc ça fait déjà un caractère assez important, un nombre de caractères assez important. Voilà. Ici, bah, vous pouvez changer le nom. Bon, là, je vais le laisser en admin pour ici. J'enlève les informations. Si après, vous aviez un backup que vous aviez fait, parce que avant d'éviter des crashs, vous avez fait des backups régulièrement, bah, vous pouvez restaurer déjà toutes les données. Et ensuite, on fait create user. À partir de là, il va falloir choisir un environnement. Donc là, on va utiliser notre environnement local. Mais si vous aviez déjà plusieurs autres environnements Docker qui tournaient, vous pouvez tous les contrôler à partir du même endroit. Nous ici, c'est pas le cas, on n'en a qu'un seul. Mais si pour des raisons ou pour une autre, vous avez plusieurs machines qui gèrent des Docker indépendamment via Portainer, vous pouvez gérer toutes ces machines-là à partir d'une seule et même interface. Ce qui peut simplifier la gestion aussi. Donc là, on fait Get Start. Et ici, on fait Live Connect. Et donc ici, on voit le nombre d'images, le nombre de volumes. On voit les réseaux.
Donc, par défaut, c'est le réseau bridge, mais on peut ajouter des réseaux. Et dans les conteneurs, on voit ceux qui sont en fonction. Donc là, par exemple, il avait gardé l'autre que j'avais, l'autre, donc je vais le supprimer parce qu'il ne me servait plus puisqu'il ne marchait pas. Et ici, je retrouve l'adresse IP interne qui a été attribuée, 172.17.0. Et si on retrouve le network, ah non, là, pas pour moi. Là, il est en 172.17. Des fois, il est en 16, mais là, il est en 17. Et donc, du coup, là, on retrouve les différents conteneurs qui fonctionnent. Après, manger, du coup, j'expliquerai un peu plus en détail comment rajouter des nouveaux conteneurs et où trouver des nouveaux conteneurs. Où on s'en était arrêté. Du coup, ici, on voyait les conteneurs qui tournaient. Et si on rentre dedans, on va pouvoir avoir quelques détails. Et après, je vais vous montrer du coup où aller chercher d'autres dockers à installer et comment les installer. Donc ici, vous voyez qu'il y a plusieurs petites icônes, hein, avec les logs pour voir qu'est-ce qui s'est passé sur la machine. Donc là, bon, on n'a pas fait grand-chose, il ne s'est pas passé grand-chose, mais on peut voir quand même les informations. Et inspect, c'est ce qui va en général nous servir le plus. Puisque du coup, là, vous avez tous les détails un peu de la composition. Vous voyez, là, c'est des dossiers qu'il a créés automatiquement pour faire le point. Mais ce qui peut nous intéresser, surtout si on a un problème pour pouvoir y accéder, c'est dans Network Settings. Et ici, vous voyez, dans Network Settings, on a les ports. Donc là, ça nous montre en fait les ports que le Docker utilise. Donc des fois, si on a oublié de mettre des ports, on ne sait pas quel port il faut mettre, vous pouvez le lancer une première fois et avec ça, aller voir les ports qui seraient nécessaires. Mais on va voir qu'il y a d'autres solutions possibles. Et là, ça permet de voir aussi quel IP il écoute, parce qu'on pourrait restreindre aussi les IP qu'il écoute. Donc c'est le réseau qui va nous servir pas mal. Et ici, on retrouve la plateforme, mais normalement, la majorité du temps, on est sur une plateforme en Linux. Donc ça, l'aspect nous sert à ça. Ici, on a quelques statistiques pour retrouver combien de mémoire le Docker utilise. Donc là, on voit qu'il utilise que 17 mégas de RAM, donc ce qui est assez léger. Donc c'est pour ça que sur une même machine, on peut arriver à mettre pas mal de programmes, et ça se trouve que s'il était installé directement par le système, on serait à un usage qui serait plus élevé. Et on voit le détail de l'utilisation du CPU, de l'utilisation du réseau également, et de différents process. Donc, ce qui peut donner des éléments importants. Ici, exec console. Ça, c'est intéressant parce que ça va nous permettre de rentrer dans le conteneur pour effectuer des modifications, pour effectuer des commandes à l'intérieur du conteneur, pardon. Donc là, du coup, vous choisissez l'interpréteur que vous voulez. Par défaut, normalement, le plus utilisé, c'est bash ou sh. Ça, c'est si on veut mettre un spécifique. Et l'utilisateur, c'est normalement c'est root par défaut.
Justement, on voit du coup l'utilisateur. Ah, user group. Sinon, on fait user ID. On peut pas le, il veut pas le 1000. Bon, on va l'essayer autrement après, sinon, mais normalement, on était censé pouvoir se connecter directement sur le Docker pour faire des modifications. Sinon, on va essayer une autre façon après. Ah oui, c'est parce que du coup, j'ai oublié, il y a deux paramètres, deux lettres qu'on peut rajouter dans la commande pour pouvoir activer la console. Et donc du coup, en fait, on voit la console ici, mais on peut rien taper dedans. Donc, je vais montrer la différence. Donc, là, ici, je reviens sur le conteneur. Donc après, là, j'ai deux possibilités. Soit, non, voilà. Après, là, une fois que je suis là, je clique sur le nom du conteneur. Ah, mais là, du coup, non, ça marche moins bien parce que c'est le même. Donc celui-là, il faut passer en ligne de commande. Donc ici, je vais faire conteneur 2. Je vais l'arrêter. Là, en fait, celui-là, c'est un petit peu particulier pour modifier des choses à l'intérieur de lui-même. Comme il est déjà en train de tourner sur ses pages à lui, ça peut poser des soucis. Donc ici, du coup, je reprends ma commande. Normalement, comme j'ai supprimé Portainer, je peux le remettre. Et là, il faut rajouter it slash. Normalement, je crois que c'est ça. IT, c'est pour interactive. Et T, c'est pour la console. Et là, bin bash, c'est pour dire quelle console on veut. D'accord, donc en fait, il n'y avait pas besoin de mettre le bin bash. Donc ici, je retourne à nouveau sur ma page. Du coup, forcément, il m'a délogué puisque j'ai rechangé le. C'est comme si j'avais redémarré la machine. L'environnement, il me l'a gardé. Et si je regarde du coup dans les conteneurs, voilà. Maintenant, ici, tout à l'heure, je ne pouvais pas taper. Maintenant, je peux taper. Mais il ne m'a pas mis le. Donc, quand je suis rentré dans les trucs, à chaque fois, je l'ai fait plutôt avec le. Bon, c'est pas, on le fera avec, je le montrerai avec un autre. Celui-là, normalement, il n'y a pas besoin de le modifier à la main. Voilà. Ce qui est le plus important en général, c'est le inspect, éventuellement les logs. Pour les lignes de commande, on peut le faire autrement. Donc ici, vous avez images. C'est la liste des images qui ont déjà été téléchargées. Donc ici, on voit qu'on n'en a qu'une seule, qui est la Portainer CE Last.
mais justement, on va voir pour en rajouter d'autres. Et ici, build a new image, c'est si vous voulez faire une distribution en Docker pour la mettre en forme et ensuite éventuellement la partager avec d'autres. Mais ça, c'est autre chose. Donc ici, il nous dit que comme on est sur un compte anonyme, parce qu'on n'a pas fait de compte Docker, qui est gratuit, on est limité à 100 pools, c'est-à-dire 100 téléchargements de l'extérieur toutes les 6 heures. Donc bon, à notre niveau, ça va. Normalement, on devrait pas dépasser les 100 poules par toutes les 6 heures. Donc comme ça, on est tranquille. Mais voilà, si vous voulez faire des essais, il y a une petite limite, mais il faut quand même faire pas mal d'essais avant que la limite dans les 6 heures soit atteinte. Et donc, ici, si on veut télécharger, hein, 6 heures, sans téléchargement, toutes les 6 heures d'image, c'est-à-dire de conteneur. Ouais. Par exemple, le conteneur qu'on a téléchargé d'Internet directement, c'était un téléchargement. Et là, il en a téléchargé 2 parce que à un moment donné, j'ai dû l'enlever, il en a rechargé une autre. Donc c'est pour ça que ça a compté. Et donc là, vous voyez, soit vous faites directement d'image liste, soit sinon vous allez dans conteneur. Ici, vous allez dans add container. Et après, ici, vous allez faire cherche. Et là, du coup, il va vous envoyer sur le moteur de recherche des différents Docker qui existent. Là, il vous dit qu'il y a à peu près 10 000, images de disponibles. C'est-à-dire 10 000 conteneurs disponibles pour le téléchargement. Ici, après, vous pouvez filtrer avec vraiment des choses officielles, soit des éléments qui ont bien été vérifiés quand même, pour être sûr qu'il n'y ait pas de soucis. Et les sponsors, c'est des choses qui sont mis un peu en avant, hein, comme différents éléments. Ici, à côté, vous voyez le nombre de fois où ça a été téléchargé. Donc, par exemple, celui-là, on voit qu'il a été téléchargé 1 billion de fois, c'est-à-dire 1 milliard de fois. Donc, je ne sais pas exactement ce qu'il fait, mais a priori, il a l'air d'être intéressant pour des choses. Donc, lui, apparemment, c'est collecte de logs et de différents capteurs. Et donc là, on voit qu'ils sont tous dans les milliards. Mais bon, après, tout ne sert pas forcément. Après, faut faire le tri. Et donc ici, après, sur le côté, là, je mets tout. Et après, sur le côté, bah, vous avez différents éléments pour les bases de données, pour les différents langages, pour le monitoring, pour le réseau. Là, ici, vous avez directement comment ça s'appelle, les OS. Donc là, vous pouvez télécharger rapidement des petites images d'Ubuntu pour après travailler dessus, faire des essais et tout, sans forcément du coup installer une grosse machine et tout. Vous pouvez déjà faire pas mal d'éléments. Et après, vous pouvez du coup tester aussi les commandes sur plusieurs variations de Linux. Par exemple, il y a Alpine, Ubuntu, Debian, Amazon Linux, parce que du coup, ça doit utiliser les commandes que vous pouvez retrouver sur la plateforme d'Amazon si vous avez un serveur en ligne. Donc ça permet de faire des essais. Fedora, Oracle, Rocky Linux, tout ça, Photon. Donc tout ça, c'est différentes variations de ce qu'on appelle de distribution.
Linux. Et ça, on le fera, je pense, on va le voir demain, je pense, les distributions Linux et où trouver un catalogue complet des différentes distributions et des 4 grandes familles de Linux qui existent. Donc ça, on fera ça demain. Là, je vais déjà du coup vous montrer comment en télécharger un. Je vais pas charger par exemple, non, il y en a un. On va par exemple PyPol. Donc là, quand vous arrivez sur cette page-là, vous avez différentes informations. Là, il vous donne éventuellement des informations qui pourraient être nécessaires à rajouter selon certains cas. Ici, ça c'est ce qu'on appelle justement le fichier pour Docker Compose. C'est-à-dire que, par exemple, si vous voulez modifier des choses, plutôt que de récupérer l'image qui est présente actuellement, si on fait sur ce bouton-là, vous allez récupérer le fichier et vous allez pouvoir adapter directement les ports, par exemple, ou les chemins d'accès, vous allez pouvoir les modifier et ensuite lancer la commande Docker Compose pour qu'il aille lire directement ce fichier-là. Donc du coup, avec Docker Compose, si vous avez ce fichier-là, vous n'avez pas besoin de mettre toutes les lignes avec les ports et tout. C'est lui qui va les lire directement à partir de ce fichier-là. Et donc là, comme il explique déjà, il y a un raccourci, mais il vous dit du coup qu'il faut créer un fichier Docker Compose et après le lancer. Donc comme ça permet aussi de modifier assez facilement des éléments sans avoir besoin de retaper forcément une très grande ligne de texte. Et on peut rajouter des éléments si on a besoin. Et donc là, il y a des annotations en fonction des besoins éventuels. Et ici, là, du coup, il vous dit de lancer Docker Compose up-d et après, normalement, de mettre le fichier. Le fichier va vous le lancer et après, bah, vous le retrouverez dans Portainer, par exemple, ou dans la liste des Docker qui sont en train de tourner. Donc ici, vous voyez qu'il y a un élément qui s'appelle tag quand on est sur cette page-là. Et ici, ça vous montre les différents tags que vous pouvez rajouter. Par exemple, tout à l'heure, on avait lancé avec Latest, qui est la dernière version. Et là, par exemple, ici, si on veut vraiment la dernière version, le tag, c'est pas Latest, il s'appelle Nightly. C'est-à-dire c'est une version qui est mise à jour toutes les nuits. Après, il y a une version développement, donc ça va être plus une version qui est en essai, donc qui n'est pas forcément toujours la plus stable. Mais il y a aussi la Latest. Donc la Latest, si vous avez mis Latest, ça aurait marché aussi. Là, par exemple, la Latest, elle a été mise en ligne il y a 3 mois. Et la Nightly a été mis en ligne il y a 7 heures. Donc du coup, ici, on ne va pas appuyer sur le bouton copie. On va prendre juste la dernière partie. PyAll et le tag. Une fois qu'on a récupéré ça, on va dans Portainer. Ici, je mets le nom. Et ici, c'est là qu'on va mettre ce qu'on veut lancer. Et ce qui va nous intéresser ici, c'est le 1 à côté de image. Ça, c'est tu vas dans Container, ici, là. Et là, tu décales un peu.
là, je remets le nom. Je recolle le morceau. Et après, là, normalement, il faudrait mettre les différents ports qu'on a vus tout à l'heure. Donc, il y avait par exemple Là, par exemple, je ne vais pas prendre le 80 directement, parce que normalement, il devrait déjà être occupé par un port. Mais par contre, je vais le renvoyer sur le 80, côté firewall. Et je vais faire pareil pour l'autre. 443. Et par contre, le DNS, on va le laisser comme ça. Donc là, comme ça, on peut directement rajouter les ports qu'on a besoin de transférer. En dessous, ici, on peut rajouter un utilisateur. Ici, justement, si on met interactive et TTI, ça veut dire qu'on aura accès à la console. On devrait normalement avoir accès à la console. Ici, vous retrouvez volume. C'est là qu'on peut rediriger, par exemple, firewall dans le conteneur. On le renvoie, on le dit que c'est le /home /doc. On dit si on veut que ça soit en lecture seule ou qu'on puisse écrire dedans. Ah oui, non, là c'est... parce que là, comme j'étais sur volume, il attendait vraiment un volume, comme on avait créé tout à l'heure le container data. Mais si je veux faire le bin, c'est là que je mets le home doc. Donc c'est-à-dire que tout ce qui est dans le répertoire home doc, qui est mon utilisateur de l'Ubuntu, tous ces fichiers-là seront disponibles également dans le conteneur. Donc si on a besoin de transférer des fichiers, c'est le plus simple. Pas besoin de se reconnecter avec un SFTP ou autre. Network, c'est là qu'on peut préciser si on veut mettre sur une autre partie de réseau. On peut préciser l'hostname. On peut lui préciser une adresse IPv4 spécifique si nécessaire. On peut préciser des DNS en particulier si nécessaire. Et après, il y a d'autres réglages variables d'environnement qu'on peut rajouter qui ne sont pas nécessaires. Mais des fois, quand vous allez lire la liste du conteneur, il va vous demander d'éventuellement rajouter dans certains cas à la main les variables. Donc, après ici on retrouve Restart Policy. Donc là on peut le mettre sur Always ou seulement jusqu'à ce qu'il soit arrêté. Ou s'il y a un échec. Ça c'est des éléments supplémentaires. Par exemple après, Device, c'est s'il y a un device qu'on veut transférer directement au conteneur. Si par exemple c'est un conteneur qui va servir à faire de l'IA et tout, du machine learning, lui en général il va avoir besoin d'un GPU pour fonctionner. Et donc du coup, ça va permettre de transférer les ressources du GPU qui vont pouvoir être utilisées par le conteneur directement. Mais bon, ça c'est des plus spécifiques. Ou si c'est un disque dur éventuellement que vous voulez partager, c'est un peu plus spécifique. Ici, lui dire jusqu'à combien de mémoire il peut prendre. Là, il y a directement un bouton pour activer les GPU. Bon, ici, il n'y en a pas qui est lié à cette carte, à cette machine virtuelle là. Et ici, on peut dire jusqu'à combien de mégas de RAM il va pouvoir utiliser.
et le combien de cœurs maximum il va pouvoir utiliser. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de voir les graphiques pour voir s'il y a besoin de tenter éventuellement de réallouer des ressources supplémentaires ou de rééquilibrer les ressources entre plusieurs dockers, entre plusieurs conteneurs. Donc ça, c'est des éléments un peu plus spécifiques à activer si nécessaire. Et là, une fois que c'est fait, vous faites deploy the container. Donc là, vous laissez tourner et là, il nous dit que, voilà, par exemple, là, il nous dit que le 53, côté machine Ubuntu, il est déjà utilisé. Donc du coup, ici, il faut que je change. Donc du coup, dès que vous allez le lancer, il va vous dire clairement si un port est déjà utilisé ou pas du côté de la machine haute. Donc là, je réessaye. Et là, il me dit que c'est bon. Et donc là, je fais comme tout à l'heure. J'ai dit 80-80. Ou alors il va utiliser le HTTPS. Alors si je fais inspect, est-ce qu'il ne m'a pas justement mis d'autres ports? Justement, il ne met pas de port. Ah si, voilà. Port. On dirait qu'il n'a pas pris mes ports en fait. Pourquoi? Donc là, je vais ici. Je stop. Une fois que je l'ai fait, je fais duplicate edit. 443. Qu'est-ce qu'il mettait ici, lui, dans les ports? 67, 80, non, il aurait dû utiliser le 80 de toute façon. Après, il disait aussi le 53 en UDP, donc on va le rajouter, mais normalement, c'est pas ça qui devrait poser problème. Le conteneur, du coup, ça permet déjà d'avoir des applications préprogrammées qui sont déployables rapidement. Parce que du coup, tu n'es pas obligé de relancer un script, d'attendre que tout le script s'exécute, qu'il fasse tous ses réglages et tout. Tout est déjà fait, c'est prêt, on va dire, prêt à l'emploi. Et après, du coup, si tu dois exposer certains de tes services d'une machine sur Internet, au moins les conteneurs sont isolés les uns des autres. Donc s'il y a une fuite de sécurité que le gars va rentrer dans ton conteneur, ça ne veut pas dire qu'il arrivera à rentrer dans le reste de la machine. Alors que si tu exposes toute la machine, hein, c'est des machines en fait, c'est des mini-machines dédiées spécifiquement à une utilisation plus ou moins. Mais tu peux aussi installer un Linux de base et faire des manipulations dessus, installer un GLPI comme avec les commandes habituelles. C'est ça, c'est des machines, il y a un noyau Linux qui tourne derrière, mais c'est très léger et économe. Hein. Voilà. Déjà, il y a un point de sécurité, puis après, si tu le fais sur déploiement sur un serveur cloud, du coup, le cloud, tu payes plus ou moins à la mémoire et tout, que c'est plus léger, donc du coup, tu vas utiliser moins de disque dur, donc tu vas être obligé, tu vas dépenser moins en disque dur de stockage que si tu crées
5 machines, 5 machines au bout du serveur. Et que tu mets un service sur chacune des 5 machines. Donc c'est de l'optimisation aussi. Ça, c'est la meilleure raison pour mettre les conteneurs. Ça dépend après le type de conteneur. Là, par exemple, tu as les conteneurs de GPI, de PyPool, ça peut être le TSSR qui va le mettre en place. Enfin, rien de très compliqué. Bon, juste là qui a des embêté, mais principe normalement c'est ça. Et après, je vais vous montrer sinon un autre truc. Et après, vous allez faire quelques petits essais. Donc, je vais essayer de le relancer maintenant. Que j'ai modifié le port pour voir. Donc ici, il me dit que ça existe déjà. Donc je sais que la configuration existe déjà. Donc je le remplace. Donc là, j'ai mis 81, 81. Donc là, il m'a bien lancé. À moins que j'ai fait une faute de frappe. Donc après, c'était bien en HTTPS. En HTTP, pardon. Alors, l'IP, je ne me suis pas trompé. IP 1. 0, 1. Ok. 40. 42 200. 42 200, c'est bon. Et donc là, je fais sudo docker ps. Ouais, le problème, c'est ça. Je sais pas pourquoi. En fait, il me dit qu'il prend en compte. Mais ici, vous voyez que là, on voit bien les différents ports utilisés. Sauf que ici, même si je les ai cochés, on les voit pas. Donc en fait, il n'a pas pris en compte ma configuration. Donc on va essayer autre chose. Sudo docker stop pyall, puisque c'est le nom. Et là, je vais faire sudo docker run-d, comme on a fait tout à l'heure. -p, donc 80-80 vers le 80. 53-53 vers le 53. Et il y en avait un autre, je crois. Bon, déjà ça pour voir au moins si le 80 on y arrive. -name. Donc pyall. 2, c'est pas qui m'embête. -v, donc j'ai dit /home /doc 2 points, je l'envoie vers /pyall. Et je vais pas mettre les questions de restart, on va déjà le tester comme ça. Ah mince. Par contre, il faut quand même que je mette le nom de l'image que je veux récupérer, que je veux utiliser, sinon pas. Ah, c'est parce que j'ai oublié de remettre un -p devant le deuxième port. Vous mettez un -p avant chaque port que vous l'utilisez. Et donc là, si on fait sudo docker run ps, non, ps tout court. Là, on voit bien que maintenant, il y a bien le 80-80 qui envoie. Alors que tout à l'heure, c'était pas apparu. Donc, voilà, c'était juste qu'il fallait que je rajoute admin, ça n'a pas été configuré pour que ça renvoie directement. Mais on voit que là, du coup, j'ai bien accès à son interface. C'est juste que le mot de passe, par défaut, je ne l'ai pas. Mais il doit être indiqué, je pense. Donc là, non, j'aurais dû le rentrer.
c'est pas grave, je vais vous montrer du coup. On va réessayer ici. Si on arrive à avoir accès à la console. Donc là, j'avais rajouté PyHall comme utilisateur normalement. Voilà. Et là, maintenant, j'ai accès à la console. Donc, normalement, si je fais PyHall-A-P, -P-A, non. C'est ça. C'est marqué là. Ah non, d'accord, ils l'ont changé. Bon, là, apparemment, ça doit être une nouvelle version de PyHall. Donc, du coup, ils l'ont changé. Et donc, du coup, c'est plus PyHall-A-P pour le changer. Donc là, je récupère la commande. Laquelle? Laquelle de commande? Alors, j'ai pas le mot de passe. Alors, je vais essayer l'autre méthode que j'avais plus en tête. Donc, il est où? Donc, sinon, c'est sudo docker exec /bin /bash et on indique le conteneur qu'on veut. Pardon, le conteneur d'abord et /bin /bash. Firewall 2 il s'appelle, c'est normal. Là. Voilà. Et donc là, la différence par rapport à tout à l'heure, c'est que tout à l'heure, on est arrivé, on était en utilisateur standard, avec l'utilisateur PyHall. Maintenant, si on passe par cette commande-là, je vais la recopier dans le doc. Je vais le redéverrouiller. Cette commande permet de se loguer en route sur le container. Et donc là, ici c'est conteneur. Et TI, c'est pour avoir la console et qu'elle soit interactive. Ça marche. Hein? Ouais, ça c'est. Ouais, bah, je l'avais essayé, mais du coup, sans le sudo? Ouais, mais je veux dire, tu l'as tapé avec ou sans le sudo? Parce que. Ah, d'accord, bah, c'est peut-être ça alors. Ah. Non, mais là, ça marche effectivement sans le sudo. Voilà, là, effectivement, j'ai pu le retirer. Et comme tout à l'heure, le route n'avait pas fonctionné, c'est pour ça que j'ai pas réessayé.
Et donc là, si je réessaye, vous voyez que je suis bien dans le pipe hole. Et donc du coup, après, j'ai plus qu'à rediriger les DNS et tout en local vers cette machine-là pour que ça fonctionne et ensuite rajouter des listes et tout. Mais ouais, là, c'est une nouvelle version. Il y a eu des petites modifications. Ici, on voit tout de suite les groupes, les clients et tout sans avoir besoin de cliquer dessus. Mais donc, vous voyez que du coup, c'est déjà préinstallé, c'est même plus rapide que de lancer le script d'installation et tout sur la machine et tout. Il y a toutes les questions à poser. Là, c'est déjà préprogrammé, il y a déjà une liste qui est mise et il n'y a plus qu'à rajouter celle qu'on a besoin. De la même façon qu'on faisait avec l'autre. Et donc là, après, le principe est le même pour tous les dockers qui existent. Le principe reste le même. Après, il peut y avoir marqué des fois qu'il y en a qui soient un petit peu différents, que du coup, il faille télécharger d'abord le fichier Docker Compose pour le lancer avec l'autre commande. Mais déjà, normalement, tous ceux que vous allez trouver dans le docker.hub, normalement, sont faits pour s'installer de la même façon qu'on vient de voir. Mais après, vous pouvez en récupérer un qui s'installe par l'autre version et créer votre fichier Docker Compose pour adapter à votre environnement plus facilement que par le mode graphique. Hmm. Le -CE, oui, il est gratuit. Mais après, Portainer, effectivement, la -CE, communauté édition, elle est gratuite. Mais il existe aussi, si vous allez voir dans les différentes options, il existe une version business qui, elle, est payante pour donner des options supplémentaires et tout. Mais déjà, pour la base, c'est déjà pas mal. Après, si vous cherchez autour des Docker et tout, vous allez tomber régulièrement sur quelque chose que vous allez voir, c'est Kubernetes, ça s'appelle. Et en fait, ça, c'est des outils de gestion et tout d'organisation de conteneurs. Donc, c'est pas des conteneurs en eux-mêmes, mais c'est des outils de gestion pour gérer les conteneurs, pour les déploiements, pour les vérifications, pour les sauvegardes. Je crois un petit peu. Enfin, sauf que l'inode, c'est du coup un serveur qui héberge tu peux héberger, je crois, des choses si tu veux. Mais Kubernetes, on peut les installer en local. Si vous faites attention, quand vous avez installé le Linux Server, juste avant l'installation, il vous demande plusieurs options que vous voulez potentiellement installer. Notamment, par exemple, Nextcloud, que vous pouvez installer de base au moment de l'installation du Linux Server. Et en fait, si vous regardez, en fait, il y a une case Kubernetes et il y a une case pour Docker directement. Donc, pendant l'installation du Linux Server, vous pouvez déjà installer Docker. Mais là, j'ai fait exprès de pas le faire pour vous montrer la procédure classique, sachant qu'après, dans ces commandes-là, Docker fonctionne sur les différents environnements, que vous soyez sur Debian, même si c'est un Linux avec interface graphique, ça marchera aussi. Et donc du coup, ça permet de gérer plus facilement que des fois qu'en ligne de commande. Mais les lignes de commande, le principe reste le même à chaque fois, le -p, le nom. Et là, tiens, juste pour vous montrer, du coup, je vais ajouter un nouveau conteneur. Je vais aller dans la recherche à nouveau. Prendre le premier là, peu importe. C'est juste pour faire un essai. Donc là, je vais regarder le tag.
version Euh, non, c'est prends la commande qui est dans le fichier dans Drive pour l'installer. Donc bon, là, peu importe, je vais prendre celui-là, là. NGX table Alpine Perle, peu importe. C'est pas pour l'utiliser. Donc ici, je dis que je le récupère. Là, j'ai fait exprès de ne pas mettre de nom. Et là, je déploie mon conteneur. Là, j'ai rien réglé ni quoi que ce soit. C'était pas le but. Voilà. Et là, regardez son nom. Il s'appelle pas Nginx. Il s'appelle Musing Allen. Donc, si vous devez arrêter le conteneur ou vous connecter dessus en mode exécution, bah, du coup, ça sera pas Nginx que vous devrez taper. Ça sera Musing underscore Allen. Donc, pour la gestion, c'est pas forcément le plus pratique. Si vous oubliez de mettre le nom. Après, il fonctionnera quand même. Mais c'est juste pour votre gestion. Des fois, c'est pas, vous allez forcément savoir. Faudra refaire à chaque fois le Docker PS pour savoir le nom et à quelle image il est associé. Donc voilà. C'est juste de faire attention un petit peu à ce que vous dites. Pour tenir l'argent, c'est pour détecter de la liaison entre d'autres installations de containers. Donc là, si vous avez un Docker, vous n'en avez plus besoin, vous pouvez le sélectionner, faire Remove. Là, Remove non persistant de volume. Donc ça veut dire que ce qui est pas persistant, qui était temporaire, ça va être supprimé. Donc là, il le supprime. Mais par contre, il ne va pas supprimer l'image qui a été récupérée. Donc ici, on vient ici pour la supprimer définitivement. Histoire de libérer la place. Et éviter que ça encombre éventuellement un serveur pour rien si vous avez fait pas mal d'essais. Et ici à côté, vous trouvez la taille de la taille du Docker directement. Enfin la taille de l'image qui a été téléchargée. Vous voyez, le porte-teneur il fait 30 mégas. Il fait 30 mégas, le PyHole il en fait 90. Donc ça fait qu'on voit que c'est quand même des choses très compactes. Ah, je dis pas qu'il ne puisse pas y en avoir qui sont. Il y en a qui sont plus gros, hein, mais on reste sur quelque chose d'assez léger quand même. Voilà, et donc avant que je vous laisse faire des essais, je vais vous montrer un autre truc que j'ai trouvé pour gérer justement des conteneurs et qui en a des préprogrammés. Ça s'appelle Casa OS. Donc vous allez dessus. Vous récupérez tout simplement le script qui est ici. Vous le collez. Non, pas là. Pas là parce que ici, je suis à l'intérieur de mon conteneur PyHole. Donc c'est pas là que je veux le mettre. Donc si vous avez besoin de sortir de votre conteneur PyHole, vous faites tout simplement exit et vous revenez à votre classique. Donc là, je lance le script, il va me l'installer.
C'est peut-être un peu avancé même par rapport à Container, en quelque sorte. On peut faire les. Enfin, il y a des plus, plus du moins, mais ça, c'est encore. Il y a certains points qui sont plus simples encore à mettre. C'est gratuit. C'est gratuit. Et ça s'installe à l'intérieur de n'importe quel Linux. Il faut juste le laisser quelques minutes. Donc, à la limite, je vais mettre le script dans le document aussi. Script CasaOS. Voilà, donc là, il installe ce qu'il a besoin en composant. Du coup, Nordine, tu l'as récupéré ou tu l'as posé, je sais plus, ce matin, la Non, je convention. pense que je récupère Hmm. Hmm. après, il est revenu. Après, D'accord, tu n'as pas pu la récupérer finalement. finalement, je l'ai récupéré. D'accord. Ah, tu l'as du coup. Oui, je l'ai Ok, bah tu me la passeras que je la scanne et que je la signe. Hein, là. Il va s'installer. Donc, du coup, bon, l'installation est un tout petit peu plus longue du coup, parce il a pas mal de trucs à gérer, mais vous allez voir une fois mis en place, ça simplifie pas mal de choses, qu'il a déjà en fait une centaine de conteneurs qui sont déjà préprogrammés avec CasaOS. Mais après, on peut rajouter aussi d'autres conteneurs qui ne sont pas dans la liste, comme on a fait avec le Docker, et on va pouvoir aussi gérer les ports, les chemins d'accès et tout qu'on veut fusionner. Et donc, ça peut être une très bonne base à utiliser aussi pour tester même ne serait-ce que pour tester des choses. Bon, ça fait penser que j'aurais un serveur que je vais redémarrer. Le temps qu'il finisse. Ah, juste mettre en. Donc il risque d'y avoir des choses qui risquent de casser l'application, donc potentiellement vous pourriez perdre vos photos si c'est la seule façon dont vous aviez. Et regardez bien ce qui marque là. Sauvegarde 3-2-1, qui est le modèle que je vous avais expliqué l'autre jour. Donc là, il conseille bien d'utiliser cette méthode-là de sauvegarde. Donc ça prouve bien que c'est pas une invention, c'est bien c'est bien ce qui est conseillé normalement pour sauvegarder. Et après, on installe, c'est tout. Là, il n'a même pas posé de questions. Il a directement lancé les choses. Bon, là, le PyHole, effectivement, j'ai dû l'appeler PyHole par défaut, donc il est rentré en conflit avec l'autre. Là, du coup, je vais mettre PyHole 3, on va dire. Et du coup, bah là, il est en train d'installer. Dès que c'est fini, ils seront utilisables. Il y aura juste à cliquer dessus. Et après, vous pourrez potentiellement de l'extérieur, en faisant du NAT ou du double NAT, viser la machine où CasaOS est installé, qui renverra du coup sur les bons conteneurs pour exposer certains
certains éléments. Ou effectivement passer par un reverse proxy tout va passer par un point et ensuite vous allez pouvoir redispatcher derrière ce point-là vers quelle machine vous voulez aller. Voilà. Donc là, par exemple, le paillot il est prêt. Donc j'appuie dessus. Directement, il se lance. Je mets le mot de passe par défaut qui avait été mis. Et là, il est prêt à servir. Donc même pas besoin de mettre de port en particulier. Il va directement choisir le port qui va bien et tout pour fonctionner. Donc c'est pour ça que ouais, CasaOS, on peut mettre pas mal. Et si on veut, à partir de là, rajouter un Docker qui n'est pas dans le store, ici, quand vous êtes dans le store en haut à droite, vous avez Custom Install. Et à ce moment-là, là, il vous redemande le Docker image, le tag, le titre, par quel port vous allez passer, les mêmes choses qu'avec le portainer ou comme si vous lanciez en mode texte. Donc vous pouvez faire les deux. Même vous pouvez à CasaOS rajouter des Dockers qui ne sont pas installés de base, qui ne sont pas dans la liste pré-programmée de base. Et donc là, par exemple, celui-là, s'il a bien fini, voilà, je clique dessus, c'est lancé. J'ai plus qu'à faire mon compte admin et c'est utilisable. Voilà. Du coup, est-ce qu'il y aurait des questions sur ça, sur les Dockers et tout, sur l'infrastructure, le but, l'utilisation? Ouais. CasaOS, c'est juste que du coup, comme point d'entrée, ça te donne déjà des Dockers qui sont déjà pré-programmés. Et du coup, tu n'as même pas spécialement besoin de t'occuper de faire les transferts de port et tout. C'est CasaOS qui sait déjà quel port il doit transférer vers où et tout. Donc c'est plus automatisé, on va dire. Mais après, on peut quand même le personnaliser. Par exemple, le PyHole ou l'image, si on clique sur les 3 points, il y a les settings. Et à partir de là, on peut régler les différents éléments, si on veut changer de port et tout, si on veut viser une autre base de données, retrouver les mots de passe de la base de données, selon les différents éléments qu'il y a besoin. Et ici, vous pouvez aussi rentrer dans un terminal directement et aller voir des logs. Le seul inconvénient de ce terminal-là, c'est qu'il n'a pas l'autocomplétion. C'est le petit inconvénient. Mais sinon, après, il a les commandes essentielles. Donc, au niveau du Docker, est-ce qu'il y a des questions en particulier? Sinon, d'autres. Comme ça, sur le principe. Donc là, je vous le fais tester tout quand même, parce que ça peut être un élément, maintenant, c'est de plus en plus utilisé en entreprise. Souvent qu'en entreprise, ils ont des exposes justement comme ça, plus sur ces morceaux-là, ou s'ils stockent dans le cloud, ça leur permet de minimiser la taille de ce qu'ils stockent dans le cloud et donc du coup de moins payer auprès du fournisseur, parce que sinon ça peut aller vite le stockage. Pareil, pour la sauvegarde, des fois ça peut aller assez vite, hein, parce que je crois que dans mon ancienne entreprise, je crois qu'on avait 750 gigas de stockage sur ODrive, qui est un prestataire de sauvegarde. Je ne sais plus le contrat, je crois que c'était dans les 300 ou 400 euros mois. Donc, ça peut faire quand même un impact assez important, la facture du cloud. Donc, c'est pour ça que des fois, il y a des entreprises qui ne passent pas forcément au cloud, comme vous avez expliqué l'autre fois,
qui passent des fois en cloud hybride. Certaines parties sur le cloud et d'autres parties qui restent exposées qui restent directement dans l'entreprise, sur un serveur directement dans l'entreprise, dans les locaux. Donc après, bah, c'est un rapport de coût entre le coût de stockage, le coût du serveur. Donc des fois, les deux sont possibles. On n'est pas obligé de mettre tout à la fois. Donc, niveau question, donc c'est bon alors, c'est ça? Ouais. Ouais. Le stack, en fait, c'est un empilement d'images. Et en fait, tu peux créer un empilement pour dire que tu veux telle base de données et ensuite tu mets comme par exemple le Zabbix, il a trois morceaux. En réalité, il a des conteneurs Zabbix. Il a le conteneur front-end, c'est-à-dire la page graphique. Il a la partie base de données et il a la partie serveur en lui-même. Donc le stack permet de faire plus ou moins un empilement. Stack, c'est un empilement d'images. Et pour faire les liaisons directement tu fais les liaisons après dans l'environnement dans Stack directement. Et ça va lancer les trois à la fois, normalement, si tu t'es pas trompé dans tes choses, reliées avec donc la base de données, reliée au serveur et tout. Et que du coup, la partie graphique va pouvoir interroger la base de données pour avoir les informations du serveur. C'est ça le stack. Ça permet de faire un peu une composition un peu particulière de plusieurs conteneurs qui soient liés les uns aux autres ou pas. Mais du coup, ça permet de faire un stack et de lancer tout à la fois et normalement d'avoir fait des liaisons. Je ne l'ai pas trop testé, mais normalement le but c'est ça. Parce que stack c'est un empilement. Donc un empilement d'images et tu fais des liaisons. Tu as des possibilités normalement de faire des liaisons pour tout vérifier et tout. C'est un peu un mélange du Docker Compose et mais c'est comme si tu avais un Docker Compose où à l'intérieur du Compose, tu mettais plusieurs images et plusieurs choses. Ça reviendrait à un stack. C'est ça. Mais il va chercher les différentes images et tout, et va faire les liaisons entre les différentes images, selon ce que tu as demandé. Hmm. Ah, d'accord. Donc oui, c'est peut-être parce qu'il va chercher d'autres choses. Normalement, ça devrait être ça. Je ne veux pas trop insister là-dessus. Ok. Donc juste une petite dernière chose qui m'avait été demandée, c'était au moins de montrer du coup les bases de l'organisation un peu de Linux. Je ne dis pas que j'ai forcément tous les détails, mais je vais essayer de au moins les bases les répertoires les plus gros. Donc là, je vais faire un ls slash pour revenir à la racine. Non, ls-l slash. Voilà. Ici, comme ça, on a à peu près tous les répertoires. Donc, le boot, c'est l'endroit où Linux va stocker les informations qu'il a besoin pour pouvoir booter. Donc celui-là, normalement, sauf élément particulier, normalement, vous n'intervenez pas dessus. Parce que c'est là qu'il retrouve toutes les informations pour aller vers le noyau et tout, pour tout ce qu'il a besoin. Bon, CD-ROM, c'est le CD s'il y en avait un. Mais après, on peut théoriquement s'en servir comme répertoire pour monter des éléments, même s'ils ne sont pas des CD dans la théorie. Bon, data, là, ça a été créé par un Docker. Le répertoire dev, qui se trouve à la racine, dev, en fait, c'est un raccourci pour device. Donc, c'est là que vous allez trouver tout le matériel de l'ordinateur. Par exemple, c'est pour ça que les disques durs, ils commencent par dev, SDA, SDB et ainsi de suite. Parce que c'est du matériel. Donc, c'est dev pour device. ETC, c'est là où vous allez trouver la majorité des éléments de configuration des différents programmes. Par exemple, tout ce qui est Apache, APT,
Vous allez trouver le fichier avec les groupes, vous allez trouver le fichier avec notamment NetPlan par exemple, donc /etc NetPlan. Donc c'est la plupart des fichiers de configuration. Si vous cherchez un fichier de configuration, il y a 90% de chances normalement d'arriver à le trouver dans le ETC. C'est pour ça que souvent c'est là un des répertoires où vous allez en fait le plus souvent. Ouais. Je le remets. Ouais, je vais voir pour en faire. Mais là, je l'explique vite fait déjà parce que ça m'avait été demandé, mais au moins pour les plus gros. Donc, Home, ça c'est simple, c'est le répertoire utilisateur. Tous les utilisateurs, par défaut, leur répertoire utilisateur se crée à cet endroit-là. Après, là, vous voyez que c'est en bleu ciel. Ça, en fait, c'est des raccourcis vers un autre répertoire. Et lib, c'est pour les bibliothèques. C'est un peu l'équivalent des fichiers DLL dans Windows. Les bibliothèques qu'un programme a besoin pour fonctionner. Donc Loss plus Food, c'est la corbeille. Média, c'est si on va plutôt retrouver éventuellement les clés USB, les choses comme ça. Normalement, par défaut, il n'y a rien dedans. Après, on a le répertoire MNT. C'est pareil, par défaut, il n'y a rien parce que par habitude, c'est le répertoire qui va permettre de pouvoir monter justement des nouveaux disques durs ou des nouveaux partages. C'est pour ça que l'autre fois, je vous avais dit de le mettre dans MNT, quand on avait fait les disques durs ou qu'on a fait les partages. Souvent, c'est ce répertoire-là qui est utilisé par défaut. Le home, c'est quoi? Le home, c'est l'équivalent de sous Windows, il y a le répertoire utilisateur à la racine de C, où chaque utilisateur a son répertoire personnel. C'est la home, c'est l'équivalent de ça. Ah, c'est pour l'utilisateur? C'est pour l'utilisateur. Là, il y a tous les utilisateurs qui ont un répertoire personnel dedans. Par défaut, il n'y a que qui peuvent rentrer dedans. C'est exactement comme dans Windows, où tu as un répertoire utilisateur, où tu as tous les utilisateurs qui ont été connectés sur l'ordinateur, et il n'y a que toi qui peux rentrer dans ton répertoire. C'est quoi MNT? C'est comme l'explorateur de fichiers. MNT, c'est plus ou moins c'est là que tu vas plutôt mettre les raccourcis vers les dossiers de partage. C'est quoi? C'est finalement, c'est poste de travail? MNT, c'est plus l'équivalent des partages, quoi, du //. C'est plus là où tu partages tes répertoires en général. Ou si tu crées un nouveau disque, comme quand on avait créé un nouveau disque, tu es obligé de lui attribuer un chemin pour que la partition, souvent en général, par défaut, on le met dans MNT. MNT ISO, MNT partage, MNT commun. C'est ce qui va servir de partage en fait, plus ou moins de répertoire de partage. Ou de répertoire de montage. Mais après, rien n'empêche un nouveau disque dur de le viser à l'intérieur, de le monter à l'intérieur d'un répertoire home. Ça, c'est possible aussi. Mais en général, c'est souvent par la pratique et les habitudes, c'est monté dans MNT. Mais rien n'empêche de le mettre ailleurs. Si toi, tu as plusieurs répertoires, mais que toi, tu as envie d'avoir plus d'espace et tout, le nouveau disque dur, tu peux te le monter dans ton propre répertoire home. Et du coup, il n'y aura que toi qui pourras l'utiliser dans ce cas-là. Oui, c'est sûr que c'est ça. Home, c'est plus personnel et MNT, ça va être plus justement pour l'équipe. Par exemple, un répertoire M. Par exemple, je le mets dans Home et je dois faire un partage. Les autres devront se connecter pour rentrer dans. Non, après, si le partage, tu le mets dans le bon groupe utilisateur et que les gens, tu le mets dans le groupe utilisateur que tu as lié à ton partage, ils pourront y aller quand même s'il est dans Home. Après, c'est de régler les partages, les droits d'accès via les groupes. Mais en général, c'est ça. J'ai un petit doute. C'est les processus qui sont en cours normalement. Voilà. Ça, vous vous souvenez quand on avait fait PS
ps-ax, on avait les PID qui correspondaient aux différents processus qui fonctionnaient sur la machine. C'est la même chose que les processus de Windows quand vous êtes dans l'explorateur dans le gestionnaire de tâches. Vous voyez tous les processus de Windows. Et en fait, chaque processus a un nom, enfin un numéro associé. C'est ça, c'est les trucs qui tournent en arrière-plan ou les programmes qui tournent directement. Comme dans Windows, quand vous êtes dans le gestionnaire de tâches. Ici, là, dans les processus, c'est la même chose. En arrière-plan ou en... Mais sauf que dans Linux, on n'a pas d'interface pour savoir s'il faut fermer. Bah, si, ça j'avais montré, tu as par exemple... Non, je dis on n'a pas d'interface graphique. Non, mais tu as top qui te permet de voir le numéro par rapport à quel truc. Donc par exemple, tu vois que le Docker, si tu vois qu'il prend beaucoup de mémoire, tu notes le numéro ici, et après tu vas pouvoir c'est kill. Lui, c'est carrément, c'est plus violent, sous Linux, c'est kill. Ça le ferme. Ça le ferme. Tu le tues, tu tues le processus. La traduction, c'est ça, tu tues le processus. Et après, tu as une version améliorée qui n'est pas installée de base, qui est htop, qui te permet de kill directement à l'intérieur de ce menu-là, et de faire des tris aussi en fonction de la mémoire. Mais il y a top qui est installé déjà par défaut. Et donc dans proc, vous trouvez tous les répertoires qui correspondent au processus en fait. Proc, c'est pour processus. Lequel? Dans le top? Attends. Le quoi? Zombie, ça c'est, je pense que c'est par rapport aux tâches qui à mon avis fonctionnent mais qui font rien en fait, plus ou moins. Je pense que c'est ça. Donc elles sont pas endormies, elles tournent pas, elles sont dans un état un peu bizarre. En gros, c'est tu les as tuées mais elles sont encore vivantes. Je pense que c'est ça. Effectivement, j'ai déjà vu, mais je pense que par rapport aux différents chemins, ça serait ça l'équivalent. Et donc après, ls-l pour finir. Il est en train de bugger là. Donc TMP, ça c'est juste pour des fichiers temporaires. Donc celui-là, il porte bien son nom parce que vous ne stockez rien dedans. Parce qu'au démarrage, il le vide. Si l'ordinateur redémarre, il vide ce qui est dans TMP. Donc, ne pas stocker des choses dehors. Sinon, vous n'allez pas les retrouver. Donc là, il porte vraiment son nom. Autant sous Windows, on peut créer un répertoire qui s'appelle temp, il ne va rien se passer, puisque c'est vous qui l'avez créé. Autant là, il est créé par le système, et il vide du coup automatiquement ce qui est dedans. Attention sous Windows aussi, ne comptez pas sur le répertoire téléchargement pour stocker des fichiers. Effectivement, des fois on a tendance à accumuler des fichiers dans le répertoire téléchargement. Si jamais à un moment Windows vous demande, parce que vous n'avez plus beaucoup d'espace, si vous demande si vous voulez activer l'optimisateur d'espace, par défaut, la première action qu'il va faire, c'est de supprimer tout ce qui est dans téléchargement. Oui, on active l'autre. Mais ce qu'il y a, c'est que si on ne le sait pas, donc ne considérez pas que téléchargement, c'est un emplacement de sauvegarde et de stockage. Il peut être supprimé si vous activez l'optimisateur de disque. Après, Serv, ça va être des services. Snap, lui, là, il est un petit peu spécifique à l'Ubuntu Server parce qu'en fait, c'est des services par exemple, comme le Nextcloud et tout, qu'il installe dès la base. En fait, c'est pas exactement des Docker, mais plus ou moins, c'est un peu des applications pour lui
Donc là, vous ne le trouvez pas forcément partout celui-là. SRV, swap, c'est le fichier d'échange qui permet de faire un fichier temporaire pour échanger des informations avec la mémoire. User, vous allez plutôt trouver des réglages spécifiques à un utilisateur en particulier. Et var, c'est des variables, différents éléments qui peuvent se moduler. Donc après, qui peuvent être liés à des applications ou directement à un utilisateur. Voilà. Mais effectivement, je vous ferai un document plus détaillé sur les différents. Mais voilà, l'architecture sur normalement tous les Linux, peu importe le noyau de base, que ce soit du Debian, Ubuntu, Arch Linux, Alma Linux, CentOS, Red Hat et tout, normalement. Enfin, le kernel, mais plutôt, je voulais dire plutôt la classe la branche du Linux. Parce que comme je vous le dirai demain, il y a quatre branches principales de Linux. Il y a la branche Debian, Ubuntu, Red Hat, CentOS et je le ferai demain. Oui. Donc Red Hat, il y a des versions qui sont payantes, oui. Mais il y a une autre branche qui a des versions gratuites. Le kernel, c'est ce qui va te permettre de faire fonctionner ton système d'exploitation. Windows a un kernel. Pas le BIOS? Non, le BIOS, c'est ce qui va te permettre de démarrer ton ordinateur. Ah, c'est purement électronique, le BIOS. Le BIOS, lui, sert vraiment à démarrer l'ordinateur. Lui, lui, après, derrière, il s'en fout ce que tu as comme. Sur la carte mère, le BIOS, le fait qu'il y ait des. On l'appelle les bus, c'est ça? Oui, les bus, ça, c'est pour le transport des informations. Non, ça, c'est pas électrique. Moi, je veux dire, même les circuits imprimés. Oui. Tout ça, c'est avec le BIOS. Tout ça, oui, c'est la carte mère. Et donc, le BIOS, en fait, si le BIOS est en panne, il ne va pas alimenter les différents équipements et tout. Il ne va pas lancer l'alimentation. Enfin, si, il va lancer l'alimentation, mais il ne va rien. Le kernel, c'est purement logiciel, c'est software, tout à fait. Windows a un kernel. Okay. Parce qu'on même quand on démarre par défaut, quand on va sur le BIOS là, on ne voit pas le kernel, on voit pas. Non, parce que lui, tu vois que le matériel en fait dans le BIOS. Éventuellement, tu vois le fichier de boot pour dire quel élément va booter, mais c'est tout. Tu vois pas du tout le noyau. Tu peux démarrer un ordinateur sans avoir de système d'exploitation. Tu vas pas pouvoir t'en servir. Mais non, tu auras l'écran du BIOS, il va te dire attention, no boot device. Oui, il faudra une clé USB bootable ou un truc comme ça. Mais je veux dire que tu peux démarrer un ordinateur sans système d'exploitation. Ça c'est le BIOS. Ça n'a rien à voir. Le kernel, c'est vraiment purement le logiciel, ce qui permet de faire fonctionner le système d'exploitation. Hein? Non, MS-DOS, c'est plus son équivalent, ça serait plus le bash. Enfin, si, en quelque sorte, on peut dire que MS-DOS c'est un noyau puisque au début ça fonctionnait que sous DOS. Donc c'était quand même un noyau, il y avait quand même, c'était la partie centrale qui permettait de faire tourner quand même l'ordinateur. Si, enfin, après sous Windows, il y a le kernel du DOS, mais maintenant il est intégré au kernel général de Windows. Maintenant le DOS c'est une partie du noyau de Windows. Ça a été absorbé dedans. Mais effectivement, à une époque où c'était que le DOS qui permettait de faire fonctionner, oui, on pourrait considérer que c'était le noyau à l'époque. Mais maintenant, c'est un composant du noyau. Oui, parce que
ça justement, c'est LSB-LK. Bah là, ils sont pas apparus, mais en fait, si tu regardes à côté, tu dois remonter sur Snap. Parce que c'est un peu plus spécifique avec l'Ubuntu serveur ou certaines versions d'Ubuntu qui installent un peu des mini-programmes, des mini-applications qu'il a besoin en plus. Mais qui apparaît pas forcément, parce que là j'en ai pas. Mais c'est pour ça que je disais que le répertoire Snap peut être un peu plus spécifique à certaines. Ouais. Mais là, par exemple, je l'ai fait, mais moi, c'est pas apparu, parce que ça dépend un peu de l'installation et tout, des fois. Hein? Ouais. Mais enfin, des fois j'en ai, et là, j'en ai pas eu. Mais en tout cas, c'est un peu plus spécifique à certaines versions. Ça, le Snap, tu vas pas forcément le retrouver à chaque. Parce que là, normalement, tu dois avoir Snap Corvin, les trucs comme ça. Oui, celui-là, je crois qu'il s'affiche. Je crois que celui-là, il s'affiche. T'avais pas eu la question mettre à jour le programme d'installation? Ouais. Bah voilà, c'est en fait c'est quand il a mis le programme d'installation, il a créé cette boucle pour pouvoir rebooter pour pouvoir continuer l'installation. Je crois que c'est dans ces cas-là que ça apparaît. Mais par exemple, si tu installes Nextcloud, Docker et tout dès l'installation, c'est quand tu as la liste, il va créer d'autres snaps et d'autres loops. Oui, non, mais c'est dans le cadre. Oui, mais je pense que là, ce qui les a fait apparaître, c'est le fait que tu aies dit faut mettre à jour le lanceur et continuer. C'est ça qui les a fait apparaître. Lui, il avait besoin de se faire une boucle pour pas que tu aies besoin de redémarrer à zéro l'installation. En tout cas, ça, c'est un peu plus spécifique à certaines versions. Ça y est pas dans chaque Linux. Le Snap. Oui, c'est des petits éléments qui lui ont servi pour faire la mise à jour du programme d'installation lui-même. Non. Normalement, non, ça devrait pas. Si c'est bien cela, ça devrait pas. Mais bon, après, étant donné qu'ils sont pas gros, autant pas s'embêter non plus à les supprimer, pas prendre de risques. Après, tu peux faire un snapshot et essayer avant d'essayer. C'est le but aussi. Euh, ok. Donc, là, ce que je voudrais que vous essayiez un petit peu, du coup, bah, c'est d'essayer justement de monter, de chercher un peu des conteneurs, d'essayer d'en monter deux, trois, faire quelques essais avec, essayer de rentrer dans l'interface en ligne de commande et tout, pour prendre un petit peu la main dessus, voir un peu quel genre de conteneur existe et tout. Oui, comprendre si vous avez bien compris les principes. Oui, conteneur sur le cloud. Non, là j'ai mis que les trucs en local. Là, à chaque fois, tous les. Hein? Oui, là je l'ai fait. Mais après, oui, il y a des plateformes qui permettent de stocker en ligne des clouds. Mais après, tu peux avoir des versions gratuites, mais tu ne vas pas forcément faire grand-chose. Tu vas pouvoir mettre un ou deux conteneurs. Bon, des fois, ça peut servir, hein. Et après, il faudra sûrement payer. Mais oui, tu as des plateformes qui te permettent d'héberger des clouds en ligne directement pour les utiliser. Donc, est-ce qu'il a redémarré mon serveur? File, c'est pour stocker des fichiers et tu dois pouvoir les partager avec les autres conteneurs. Ouais, en fait, non, en fait, c'est un répertoire que lui, il va partager. Par exemple, si tu mets des documents dedans, dans les autres conteneurs, si tu y accèdes, tu vas retrouver ces documents qui sont là entre les conteneurs. Ça sert de partage en fait entre les conteneurs. Donc des fois comme ça, si tu veux mettre un élément, besoin de transférer un fichier dans un conteneur, plutôt que de te connecter en FTP, en SFTP et tout, tu peux les mettre là directement et ça va être, tu vas pouvoir les retrouver directement dans ton conteneur.
C'est un répertoire partagé, oui. Pas un disque, mais un répertoire que CasaOS a partagé. C'est le répertoire justement data, le slash data qu'on a vu tout à l'heure, qui l'a créé. Mhm. Ouais. Et il doit avoir normalement ces répertoires-là. Ah oui, ça c'est pour envoyer des fichiers directement en sans fil à ce truc-là. Là, par exemple, si je fais ça, normalement, ça après c'est par le Wi-Fi ou quoi, tu peux envoyer directement des fichiers dans le file drop. C'est l'équivalent du AirShare. Hmm. Ouais. Et ça, en fait, c'est pour que, par exemple, là, tu as ton téléphone, tu as l'application file drop, tu peux envoyer des fichiers de ton téléphone vers là, via le Wi-Fi, sans avoir besoin de brancher le téléphone avec un câble. C'est ça la différence entre les deux. C'est l'équivalent sur les iPhones de AirDrop. Ouais. Donc c'est une autre façon de pouvoir rajouter des éléments à l'intérieur. Oui, Daniel. Non, c'était par rapport au cloud, en fait. Hmm. Par rapport, non, je pensais au PS Plus, en fait. Ouais. Et, on n'a pas vraiment accès libre à notre espace cloud, en fait. C'est juste un répertoire de stockage. C'est dédié, c'est juste dédié à nous, mais on n'en a pas vraiment accès. Ouais. On peut juste stocker nos sauvegardes. Oui, par exemple sur le PS Plus, oui. Il te donne un partage. Libre, en fait. On peut pas utiliser, c'est ça. C'est pas le but. Le but, c'est du stockage. C'est de stocker les sauvegardes. C'est pas pour stocker n'importe quel fichier et tout. Donc, attends. Allô? Oui. Bon, donc là, vous pourrez faire la pause et puis après, vous faites quelques essais du coup, pour voir le principe et tout, le fonctionnement. On va faire le point. Donc, oui, dans ça, tu te recommandes. Allume, je suis là, c'est bon. Ah, c'est bien. Non, tu peux remplir. Tu peux remplir aussi cette partie-là qui est remplie. Moi, je dois signer ici, là, Oui, non? c'est ça. J'écris mon nom ou c'est obligatoire? Et tu mettras tes coordonnées aussi sur la première page. Non. Ouais. Je sais pas bien ce que vous avez expliqué fait pour le dehors là. C'était par rapport au stage en fait, ce qu'on va faire. Vous avez parlé de serveur Proxmox. Ouais. Vous avez parlé de connexion à distance. Ouais. Et ça sera quoi les tâches qu'on aura à faire concrètement? Ça va être justement de réinstaller le serveur de zéro, de configurer Ici, là, c'est moi? oui, ça, ici c'est toi. Ah, juste mettre des rôles sur l'ensemble? Non, mais de le configurer, accéder à distance, réinstaller des services. Distance, c'est pour vous? Oui, puissiez vous connecter, voir ce qu'on fait. Oui, et puis parce qu'après, je vais m'en servir à distance. Si j'ai un problème à un truc, je ne vais pas me redéplacer. Il faudra mettre des VM aussi pour. Installer des VM, installer des conteneurs. Comme ce qu'on a fait avec les Docker? Par exemple, oui. Ah, d'accord. Installer un ou deux serveurs de jeu, comme ça, genre Satisfactory, Half-Life. Ah oui, il faudrait faire des choses comme ça? Ouais. C'est intéressant ça. Installer, je pense justement, j'avais commencé à le faire, installer un reverse proxy pour accéder aux éléments, donc modifier le NAT dans la box, modifier dans le Gandhi les noms et tout. C'est les noms intéressant ça. d'accès et tout. Non, il y a pas mal de choses. Il y aura pas mal de choses de ce que j'ai en tête. Ouais. Ah,
mais je suis content de ne pas avoir trouvé du stage bidon ailleurs. Hein. Non, mais c'est vrai, là, tu vas arriver à toucher des vrais trucs. Mais par Il y en a contre, qui ont des stages bidons tu juste seras en autonomie. connectés, brancher des ordinateurs et tout. Il y en a qui ont des stages bidons. Là, au moins, tu as quelque chose de concret. C'est différent, pas bidon. C'est bidon, faire ça. C'est différent, pas bidon. Bon, tu vas apprendre quoi? À brancher des ordinateurs, vérifier qu'ils sont allumés et tout, que ça fonctionne. Juste tester Que les... ça. Il y en a. Moi, j'ai entendu, il y en a qui ont des stages bidons. Ouais. Il y en a qui ont des stages bidons. Alors, comment? Oh, comme dit, je sais pas, Ah, il revient, hein, il revient. À la fin, il revient à la fin. c'est quoi? Le Covid encore? Hein? C'est bon? Ça fait. Ouais, j'aurais fait des dégâts.